Mathieu Calam, vous avez vous aussi une parole libre, d'autant plus que vous dirigez la fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme de droit suisse, ce qui, pour ceux qui ne le savent pas, vous donne plus de liberté d'interpellation et d'expression sur les sujets dont vous vous emparez, en particulier le paysage, qui souvent en France butent sur des obstacles réglementaires ou administratifs. Est-ce que quelles sont les réflexions que vous inspirent sur ce sujet, les moyens de passer ces obstacles? Je crois que c'est bon. Il faut que ça... Oui, comme le sujet de cette dernière table ronde, c'est celle du changement d'échelle. Effectivement, je dirais juste un mot sur notre fondation, c'est qu'elle soutient des acteurs qui ont des bonnes pratiques afin qu'ils obtiennent des bonnes politiques. C'est vrai, donc c'est pour ça que nous soutenons PAP, c'est pour ça que nous soutenons Négawatt. Bref, je ne vais pas faire la liste, elle est longue. Et ce changement d'échelle, évidemment, il intervient à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au fond, on a aussi vu ici des bonnes pratiques d'élus locaux, comment eux-mêmes font passer ça à un niveau, du niveau de la commune, au niveau de la communauté d'agglomération, du niveau de la communauté d'agglomération, etc. Enfin, vous voyez qu'on peut remonter très loin. Et la première remarque que je ferais, d'ailleurs, par rapport au contenu de la journée, c'est que finalement, si on veut résumer l'expression un peu que les uns et les autres ont eue, c'est que le paysage, c'est finalement la face visible d'un territoire. Le territoire, d'ailleurs, lui, est à la fois un flux de matière. Alors, on l'a vu abondamment. Nous savons maintenant bien faire la différence entre un kilowattheure et un térawattheure. Et c'était important de le signaler. Une matière qui ne vient pas forcément du même territoire, d'ailleurs. C'est l'expression aussi de rapports sociaux. On a évoqué, je crois que c'est monsieur Claude No qui a utilisé le mot d'anthropologie. C'est un changement anthropologique, puisque derrière un paysage, il y a une anthropologie. Quand vous êtes à Paris, typiquement, vous avez un paysage qui est le produit d'une monarchie centralisatrice sur 10 siècles. Effectivement, là où moi je suis franco-suisse, vous n'avez pas l'équivalent de Paris ou de Versailles en Suisse. Et c'est donc deux anthropologies qui se font face. Et puis, c'est aussi des rapports de domination entre territoires. On l'a évoqué, au fond, ces charbons ont été utilisés abondamment pour nourrir tout l'effort de la France, y compris des navires de guerre faits d'acier qui allaient jusque dans tout l'Empire. Voilà. Donc, effectivement, on voit bien que ce paysage est une expression. Et la question, sans doute, que vous poserez, et je reviendrai un peu en conclusion, c'est de savoir si ce paysage peut devenir un catalyseur aussi des changements qui sont à venir. Alors, il faut quand même mentionner qu'il y a la COP24 à l'heure actuelle, puisque si on s'intéresse au paysage, c'est quand même sous l'angle énergétique. Et là, je vais malheureusement m'inscrire en faux, et je le regrette vraiment d'ailleurs vis-à-vis de ce qu'a dit Paul Delduc, puisqu'il a eu une phrase très généreuse et malheureusement, je crois, sur laquelle il faut maintenant que nous renoncions, qui est de dire que la transition énergétique est voulue par tous. De toute évidence, ça n'est pas vrai. Le fait que le Brésil annonce qu'il ne veut pas organiser la première COP est quand même un signal extrêmement néfaste. Et donc je crois qu'il faut maintenant que nous soyons quand même très réalistes. La transition énergétique a des adversaires, et des adversaires qui sont organisés, décidés, puissants. Ces adversaires peuvent être des lobbies, ça peut être des États entier, etc. Donc là, je dois dire que tout de suite, quand on parle du changement d'échelle, c'est pas la même chose d'avoir un processus de changement d'échelle si tout le monde est d'accord et que c'est juste une question de méthode, ou d'avoir un changement d'échelle si il y a des adversaires délibérés qui sont en face. Et donc, il faut aussi que nous mesurions les limites du petit groupe que nous sommes. Ce que je viens de dire n'est pas une invitation pour que vous partiez en guerre contre l'État du Brésil, contre Vladimir Poutine, etc. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Vous ferez, nous ferons ce que nous pouvons faire, mais en ayant conscience que nous sommes dans un monde tel qu'il est et pas tel que nous le souhaitons.
Alors, la question le troisième point que j'aimerais rapidement aborder, c'est la question quand même de la temporalité, évidemment, puisqu'on évoque très souvent, on l'a vu, on évoque très souvent l'urgence, et nous-mêmes, nous sommes souvent dans des paradigmes volontairement démocratiques, donc où nous souhaitons la participation, et les acteurs mettent l'importance sur le fait que la participation demande du temps. Et c'est toute l'importance d'ailleurs du politique, parce que pour moi, le politique, c'est celui justement qui va essayer d'accélérer la manière dont une société se pense ses défis, pour que la temporalité sociale soit la même que la temporalité des urgences. Parce que vous comprenez bien qu'entre les désirs d'une société et les lois de la physique, c'est les lois de la physique qui l'emportent. Ce qu'on oublie de dire très souvent, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où on affirme tellement l'individu, tellement l'importance de ceci, qu'on oublie de dire que nous sommes sous un monde sous contrainte physique. Voilà, c'est la physique. Et donc, on doit quand même expliquer aux gens que c'est pas à la fin du fin leur désir qui fait le monde, même s'il y contribue, c'est quand même un certain nombre de fondamentaux. Et l'écologie, c'est aussi, d'une certaine manière, cette réintroduction de l'homme dans un monde physique réel. Voilà. Et Dieu sait que la question monétaire et l'artifice monétaire ne nous aident pas, puisque si vous demandez à quelqu'un tout à trac combien il gagne en fin de mois, il le sait. Si vous lui demandez combien de kilowattheures il consomme, il ne le sait pas. Et donc nous avons une déconnexion totale entre ce que nous savons du monde et le monde tel qu'il est, et c'est un enjeu politique fort. Et donc quand je disais d'ailleurs que la transition énergétique n'est pas voulue par tous au niveau national, au niveau international, je crains fort qu'au niveau national aussi, pour beaucoup de gens, la question énergétique soit un dysangile, c'est-à-dire le contraire d'un évangile, c'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en réalité, derrière la transition écologique, il y a un changement anthropologique, et là je m'inscrirai totalement dans ce qu'a dit Monsieur No, et encore une fois, il y a quelque chose de très profond à travailler qui n'est pas simple, parce que c'est un deuil, changer d'identité. Alors nous y sommes peu habitués, mais évidemment tous les peuples qui ont été confrontés à la colonisation savent ce que c'est la souffrance de devoir changer violemment d'identité sous la pression extérieure. Et bien, quelque part, nous allons devoir faire cet exercice. Alors, est-ce que le paysage peut nous aider de manière positive comme étant non plus l'expression de rapports sociaux, mais le catalyseur de rapports sociaux nouveaux? Alors, je n'ai pas de réponse pour ça. Je pense que justement, c'est l'intuition de ce groupe, c'est l'intuition des paysagistes, et c'est une très belle question. Et je crois que c'est ça que nous, en tant que fondation, nous allons suivre dans les années. C'est qu'effectivement, le postulat très fort qui semble vous réunir, qui semble réunir les acteurs, c'est que oui, à travers le paysage, on peut faire du changement culturel, on peut faire du changement de système technique, penser, délibérer, parce que c'est quelque chose que les uns et les autres appréhendent, qui est compris par tous. Et effectivement, c'est plus simple de parler de paysage que de térawattheures, même si malheureusement la réalité des térawattheures est donc bien réelle. Et donc c'est ça que je souhaite suivre, avec effectivement une angoisse. Je ne sais pas si vous avez lu l'article de Meadows. Moi, ma grande crainte, c'est ce discours qui est en train de se diffuser, disant que la démocratie ne parviendra pas à faire la transition écologique. Et je crois que s'il y a quelque chose qui nous unit tous ici, c'est l'ambition de démontrer que la démocratie est le meilleur moyen de résoudre la crise écologique. Je le crois très profondément, parce que je crois que, contrairement à ce qu'on dit, les pouvoirs autoritaires comme la Chine ne vont pas y arriver mieux que nous. Et j'aurais plutôt tendance à dire qu'au niveau mondial, ce sont les personnalités autoritaires qui s'opposent à la transition énergétique, comme on le voit au Brésil et aux États-Unis. Je finirai par un dernier petit mot concernant spécifiquement la France. Alors, je vous l'ai dit, je suis franco-suisse, donc j'adore ces deux pays. Je serai face à un public suisse, je leur parlerai de la Suisse, et là, je vais parler de la France parce que la majorité du public est française. C'est pas pour rien que j'ai évoqué la COP24 et le fait qu'il y a de grandes puissances dans le monde qui sont hostiles. Je crois la France a un problème majeur, c'est d'arriver à faire le deuil de la puissance. Énormément de choses sont pensées en France dans l'intention de maintenir son rang. La France ne peut pas maintenir son rang, elle n'en a tout simplement pas les moyens. Alors, je ne vous ferai pas de calcul démographique, mais juste un élément. La France était au XVIIIe siècle le pays le plus peuplé d'Europe, plus peuplé que la Russie.
Elle était le pays avec la plus puissante administration, etc. Au summum de son empire, la population française, c'était 40 millions d'habitants. L'empire, c'était 70 millions d'habitants. On a fait la guerre à la Chine 3 fois. Enfin, je vous fais pas Si demain, je vous disais, on va faire la guerre à la Chine, je crois que la plupart d'entre vous me diraient de quoi parle-t-il. Or, la France est en train de se ruiner, à la fois pour maintenir son rang, à la fois parce qu'elle va perdre la guerre en Afrique de l'Ouest, vraisemblablement, et parce que le vortex du nucléaire va la ruiner. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle, d'ailleurs, hein, les pays qui sont devenus raisonnables. La Suisse est devenue ce qu'elle est devenue après la défaite de 1515 face à la France. La Suède est devenue ce qu'elle est devenue après sa défaite vis-à-vis de la Russie. Donc la ruine de la France est peut-être le salut pour les Français, hein, parce que c'est pas sûr que l'intérêt de la France soit l'intérêt des Français. Mais en gros, si on s'habitue pas à se penser comme une puissance moyenne et agir comme telle, on sera pas efficace. Il faut qu'on s'habitue à penser, à se dire que notre projet pour l'Europe, c'est d'être au monde ce que le Fort Alberg est pour nous aujourd'hui. Voilà. Et en gros, c'est ça, je crois, le message politique qu'il faut qu'on porte. On a beaucoup de choses à apporter parce que je crois qu'on a des très beaux territoires, on a une population très formée, on a globalement des gens de grande capacité. Notre seul problème, c'est qu'il faut qu'on agisse en fonction de nos moyens et pas en fonction de nos rêves passés. Voilà.